C'est sans doute le raid le plus meurtrier au Burkina Faso depuis 2015, depuis donc les premières attaques terroristes dans le pays. Plus de 160 personnes tuées à Solène dans le nord-est du pays. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui a décrété un deuil national de 3 jours. Ce sera le premier sujet du débat de ce dimanche. Deuxième sujet, la prestation de serment lundi du colonel Assimi Goïta comme président de la transition. Ce sera devant la Cour suprême au cours d'une audience solennelle au Centre international de conférence de Bamako. Et comme troisième sujet, nous parlerons de l'an 1 du M5 RFP, le comité stratégique qui parle de commémoration et non d'anniversaire, puisqu'ayant une pensée pieuse pour les victimes des tueries des 10, 11 et 12 juillet. Tout cela décrypté par Maître Cheikh Omar Konaré, avocat. Maître, bonsoir. Bonsoir. Madame Samake Sarah Chouadou Traoré du soir de Bamako. Madame Samake, bonsoir. Bonsoir. Bruno Dito Segbedji de Mali Horizon. Bruno, bonsoir. Merci. Bonsoir. Serge Daniel, journaliste, écrivain et directeur de publication de la lettre confidentielle Mali. Serge, déjà avec vous le dernier numéro de la lettre confidentielle. En fait, le dernier numéro, c'est un numéro spécial sur le coup d'État. C'est une enquête sur le coup d'État. Qui a fait quoi? Qu'est-ce que Goïta a fait? Qui n'a pas fait quoi? Comment le président a été arrêté? Comment le Premier ministre a été arrêté? C'est une enquête approfondie que je fais. Et puis, nous avons pu avoir, pas directement, mais indirectement, les premiers commentaires du président de la transition qui est tombé. Donc, il dit ce qui s'est passé, il donne sa version des faits. Et pour terminer, il y a quelqu'un dont on a beaucoup parlé ici, c'est le général Moussa Diawara, l'ancien patron des services de renseignement. On l'avait dit arrêté, nous avons trouvé qu'il n'était pas du tout arrêté. Quel rôle il a joué pendant cette période-là? C'est à lire dans la lettre confidentielle du Mali. À partir de quand déjà? Et là, c'est sorti, là. D'accord, ok. Et puis Mali Horizon également, avec la une de Mali Horizon, on va l'apercevoir tout à l'heure. La une, voilà, le dernier numéro Mali Horizon, Assimi Goïta, sauveur ou revers, et avec le directeur de publication de Mali Horizon, Bruno Dito Segbedji. Oui, notre manchette est consacrée à Assimi Goïta. Cette deuxième intervention de Assimi Goïta, nous avons cherché à savoir quelle appréciation les Maliens ont de lui. Est-ce qu'il intervient comme véritablement un messie? Est-ce qu'il va pouvoir assumer cette présomption? Parce qu'il y a une majorité de Maliens qui pensent que ce geste-là n'est pas mauvais. Est-ce qu'il va pouvoir atteindre ses objectifs en étant véritablement un sauveur? Ou bien il va se fourvoyer en étant un rêveur, en mettant une forme de dissension au sein de l'armée. Parce que est-ce que c'est tout le monde qui applaudit ce deuxième geste-là? Et le deuxième titre, c'est le Premier ministre pressenti, que nous avons titré ça à Choguel, dans les tâches herculéennes. C'est défis assez nombreux. C'est ce que nous avons analysé. Voilà, Assimi Goïta, sauveur ou revers, à lire dans Mali Horizon. Et le soir de Bamako, Madame Samake Sarah Chouadou Traoré, on a déjà parlé de la dernière une, celle de vendredi, pour nous projeter sur celle de lundi. On voit déjà, oui. Oui, nous, on s'est intéressé à la décision de la France qui était tombée. Quelques minutes, en fait, on a complètement changé la manchette de la une par rapport à cette information. C'était la primeur pour nous. Après, la deuxième information qu'on peut relever, c'est une exclusivité qu'on avait eue avec l'un des porte-paroles de la CMA, qui nous avait fait un peu quelques révélations par rapport à la rencontre entre le colonel Assimi Goïta et Dr Choguel Kokala Maïga. D'accord. Il a une de demain, c'est vrai, on ne l'a pas encore, mais les grandes lignes ou... Alors, les grandes lignes, on va parler d'une opération de Barkhane à Kidal. On va aussi parler, bien sûr, de la prestation de serment de Assimi Goïta demain et aussi de la première sortie médiatique de Dr Boubou Cissé, ancien Premier ministre. Ok. Maître Cheikh Omar Konaré nous a fait faux bon, il n'est plus dans la presse, mais on va quand même parler un peu de ces petits problèmes avec les internautes sur votre page Facebook. C'est réglé maintenant? C'est pas réglé. Les pirates qui usurpaient mon nom et ma photo ont maintenant abandonné ma photo. Ils se contentent d'utiliser mon nom.
sur une page qui publie des insanités sur tout et sur toutes les personnalités de ce pays. Vraiment, je suis en train d'enquêter et Inch'Allah, on va mettre fin à ce crime. D'accord. On entre vraiment de plein pied dans ce débat. Je vous le disais, c'est sans doute le raid le plus meurtrier au Burkina Faso depuis 2015, depuis donc les premières attaques terroristes dans le pays. 160 civils tués à Solène, dans le nord-est du pays. Nous apercevons sur cette carte des assaillants non identifiés qui ont tué femmes et enfants après avoir pris le contrôle du poste des volontaires pour la défense de la patrie. Selon les dernières informations, ils sont revenus pour incendier ce qui reste du village. Le président du Faso Roc, Marc Christian Kaboré, qui a décrété un deuil national de 72 heures. Bruno Djito Segbedji, on est dans la zone des 3 frontières. C'est des situations similaires à ce que nous avons vu au Mali et également au Niger aussi. Tout à fait. Solane, l'attaque de Solane rappelle étrangement et tristement Sobanda, Ogosagou, et ça émeut tellement qu'on se demande comment, c'est toujours dans la zone des 3 frontières Mali, Niger, Burkina, comment le poste de volontaires dont vous avez parlé, qui sont des éléments d'appui à l'armée burkinabé, comment ces gens-là n'ont pas pu avoir l'assistance ou le secours rapide des forces armées pour que le bilan soit amoindri et que le bilan soit évolué aujourd'hui à 160 morts, dont une vingtaine d'enfants. C'est vraiment l'épineux problème de la présence de la vigilance, c'est comme ça que je présume la chose, la vigilance de nos forces armées qui, quelquefois, on a comme l'impression qu'ils baissent un peu la garde, et il manque de vigilance, manque de se faire cette réalité qu'ils sont dans une zone de combat, dans une zone de guerre et qu'ils se laissent visiblement surprendre. C'est à déplorer, c'est pourquoi le président Roch Marc Christian Kaboré a appelé à plus d'unité. Dans sa déclaration, il a appelé à ce que les États soient plus soudés. Je crois aussi que c'est un clin d'œil à la France qui, peut-être on reviendra là-dessus, qui vient de décréter la suspension de ces opérations militaires conjointes avec l'armée malienne. Or, c'est la même zone. Donc, il faudrait plus de vigilance, plus de cohésion de nos États pour que ces drames-là n'arrivent pas. L'Union africaine vient de qualifier la situation de crime de guerre, parce que des terroristes reviennent sur le lieu du crime, pillent le reste vous permettez l'expression, terminent les gens qui étaient blessés, pillent, tuent. Entre-temps, l'armée avait déjà replié, ça intrigue. Oui. Ça pose beaucoup de questions. Madame Samake, c'est désolant, mais on a l'impression que dans cette lutte contre le terrorisme, souvent on avance, souvent on recule. On peut souvent faire 2 mois, 3 mois, 6 mois, il n'y a pas des attaques de cette envergure et subitement on est en plein dedans. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Déjà, je voudrais adresser mes condoléances à mes frères et sœurs burkinabés. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que il y a une faille, il y a une très grande faille au sein de nos armées. Et ça, que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger, on le constate avec cette dernière attaque. Et plus que jamais, en fait, il faut que tous les États de la sous-région, y compris même la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal, il faut vraiment qu'on se donne tous la main. Parce que, moi, je compare le terrorisme à une sorte de cancer. Et là, c'est en train de se gangréner de plus en plus. Et si on ne fait pas attention, je prends l'exemple de notre pays, on a une certaine accalmie actuellement qui fait peur en fait. Et là, actuellement, avec ce qui s'est passé au Burkina Faso, ça donne encore plus à réfléchir. Donc ça prouve que nos militaires, il y a vraiment nos armées, il y a une faille. Il faut carrément revoir et restructurer et il faut vraiment qu'ils soient aux aguets à tout moment. D'accord, il faut qu'ils soient aux aguets à tout moment. Maître Cheikh Oumar Konaré, sur cette attaque au nord-est du Burkina Faso. Je présente mes condoléances au peuple burkinabé. Vous savez, ce pays a adopté une stratégie qui consiste à recruter des civils et à en faire des supplétifs de l'armée nationale dans la lutte contre les terroristes. C'est ceux-là qu'on appelle les volontaires. C'est une stratégie risquée,
mais c'est une stratégie qui permet d'expurger les terroristes du sein des populations. Donc c'est extrêmement dangereux pour les terroristes parce que ce qui rend la guerre des terroristes asymétrique, c'est le fait justement que les populations sont infiltrées par les terroristes. Donc pour décourager le recrutement des civils pour combattre les terroristes, ces derniers s'en prennent maintenant aux civils, n'est-ce pas? C'est une sorte de mise en garde, une sorte d'avertissement, une sorte de politique de dissuasion pour empêcher le recrutement, pour tarir le recrutement. Et c'est pourquoi on s'en prend aux civils au Burkina. 160 morts, c'est beaucoup. Mais ce n'est pas tout. Et tout cela n'excuse pas les défaillances militaires et de renseignement de l'État burkinabé, parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens traversent 20, 30 villages pour venir attaquer à Solan sans être aperçus. Et surtout, que les mêmes terroristes, après avoir tué la veille, reviennent achever le travail le lendemain. Comment se fait-il que là où 160 personnes ont été tuées, l'armée n'a pas pu maintenir une présence minimale? D'accord. Voilà. Oui, Serge Daniel, maître, parle de cette incapacité de l'armée burkinabé à se déployer. On l'avait signalé dans le cadre du Mali. Les assaillants ont été vus à 21h. Mais souvent, pour se projeter la nuit, le terrain il peut être miné, c'est des endroits inaccessibles. Peut-être qu'il faut intégrer tout ça dans la riposte. Et il faut intégrer tout ça dans la riposte. On est obligé d'intégrer tout ça. Je suis d'accord avec Madame Samaké, qui dit l'affaire de la sécurité de nos pays, c'est d'abord nos pays. Et vous parlez tout à l'heure de la zone des 3 frontières. Vous savez qu'on a parlé de présence tchadienne là-bas, que les Tchadiens sont venus là-bas. On ne les a pas vus. Notre sécurité, c'est notre affaire. Donc nous sommes d'abord responsables de ce qui nous arrive. Donc des pays comme le Mali, le Burkina, le Niger doivent avoir la même sécurité. J'ai l'habitude de dire que c'est impensable aujourd'hui que le Mali achète un hélicoptère et que le Burkina achète le même hélicoptère. C'est-à-dire que l'hélicoptère du Mali doit servir aux 3 pays. Au moment où le Mali est en train d'acheter des hélicoptères, l'autre doit acheter du matériel, l'autre doit faire du renseignement. Si on ne mutualise pas les forces, on ne pourra pas du tout s'en sortir. 160 morts. Et puis ça, c'est un bilan provisoire. Ça doit quand même nous réveiller. L'autre côté, il faut arrêter de penser qu'on peut sous-traiter la sécurité de nos pays avec des supplétifs. Les volontaires, si on veut former les volontaires, qu'on les mette dans l'armée, maître Konaré, au lieu de décider du jour au lendemain qu'on a des volontaires, on va les former à la va-vite, et puis on va aller les jeter sur les champs de mines. Ce n'est pas, moi je ne trouve pas que ça soit la meilleure solution. Ce qui s'est passé est très grave, et il faut plutôt maintenant travailler ensemble. Vous avez vu là où ça s'est passé, c'est vraiment la zone des 3 frontières. Nous n'avons pas encore, je suis persuadé que notre sécurité, personne, aucun étranger ne va venir assurer notre sécurité. Nous n'avons pas trouvé le médicament qu'il faut, tout simplement parce que nous ne savons pas comment faire et nous ne voulons peut-être pas savoir comment il faut faire. 3 jours de deuil national, c'est bien, il faut respecter la mémoire, mais en plus, ce qui est grave, Tangara, c'est que les gens sont repartis. Et jusqu'à présent, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Okay. Dans d'autres pays, lorsqu'ils attaquent, il y a des attaques, des attentats, mais on retrouve toujours quand même les assaillants. Donc c'est d'abord notre responsabilité ce qui arrive. C'est la responsabilité des autorités du Burkina Faso. D'accord. Bruno, le mal, il est fait, mais est-ce qu'il n'est pas aussi temps qu'on se dise la vérité par rapport à cette affaire de G5 Sahel? Vous-même, vous parliez d'Ogosagou, de Sobaneda. Personnellement, je me suis amusé à prendre sur une carte une règle de façon horizontale. Vous voyez Ogosagou, Sobaneda et puis Solène. Ça veut dire que les assaillants, ils peuvent se déplacer de gauche à droite, de droite à gauche et vice-versa. Alors que le Mali, le Burkina Faso, le Niger sont dans une entité qui s'appelle G5 Sahel. Est-ce qu'il n'est pas temps, franchement, de se dire la vérité? Si on ne peut pas avoir des armées communes, on se demande l'opportunité, la pertinence du G5 Sahel, finalement. Oui, plus que des questions, c'est le fait que nos États, on a comme l'impression que la question de la souveraineté est tellement,
permettez l'expression, déifié, on s'en glorifie au point que cela freine la mutualisation des forces dont Serge parlait tout de suite. Et il a bien cité un exemple, que l'armée malienne s'achète un hélicoptère, qu'ils s'en servent. Il n'y a pas les services de renseignement, la coopération militaire entre ces deux pays-là n'ont aucune idée du plan militaire du Mali. Et que on a comme l'impression que c'est la souveraineté qui fait que chacun fait ce qu'il peut. Et finalement, comme vous l'avez bien dit, c'est sûr, bon, je n'ai pas les données fiables, mais c'est quasiment les mêmes personnes, les mêmes terroristes qui, avec la porosité des frontières, évoquent à volonté, à loisir, allant ici pour frapper, revenant plus tard. Il suffit que la situation se calme et que nos éléments s'endorment et qu'ils reviennent. Aujourd'hui, il y a de fortes craintes, on ne le souhaite pas, on touche du bois, que ces choses-là, cette manière d'étendre l'hydre terroriste ne viennent frapper au Mali, surtout avec les dernières évolutions de la situation par rapport à Barkhane. Donc, plus que jamais, il faut que nos éléments militaires, nos dispositifs militaires se donnent la main et qu'ils soient sur le qui-vive permanent, surtout dans ces zones-là. D'accord. Maître, récemment, on a commenté la même situation qui était intervenue au Niger, des populations civiles qui avaient été également assassinées. Aujourd'hui, c'est le Burkina Faso. Hier, c'était le Mali. En termes de renseignement, de dynamique locale, puisqu'on voit que manifestement, les États, les armées n'ont pas de solution, le G5 non plus. Il y avait des volontaires pour la défense de la patrie, ce qu'on peut qualifier un peu de milice. Apparemment également, ce n'est pas la solution. Mais comment est-ce que vous voyez l'évolution de ces situations-là? Moi, j'accuse nos dirigeants et nos armées. Lorsque je me souviens du général Giap, vietnamien, qui n'a même pas de diplôme militaire, a pu vaincre tour à tour l'armée française, puis l'armée des États-Unis. Lorsque je me souviens du front de libération de l'Algérie, qui a vaincu la France, bien que puissance atomique, je me demande comment 4 pays ou 5 pays n'arrivent pas à venir à bout d'une poignée de terroristes. C'est une mauvaise organisation, c'est des détournements de fonds, c'est une absence de volonté politique de déployer l'armée, c'est une démission collective. Je ne peux pas comprendre ça. Et donc, nous nous sommes installés à demeure dans une mentalité d'assister. Si bien que quand la France dit, par exemple, nous suspendons notre coopération avec le Mali, c'est comme si c'est l'enfer qui nous est tombé sur la tête. Il est temps qu'on se débrouille. Les Français, les Anglais et autres, nous étions là avant eux. Sundiata a bâti l'empire du Mali ici. Comment se fait-il que 5 États n'arrivent pas à bouter hors de nos frontières une poignée de terroristes? C'est une démission collective et il est temps qu'on se réveille. D'accord. C'est un problème de gouvernance. On tourne dans tous les sens, mais c'est toujours la même chose. C'est un problème de gouvernance. On peut se poser la question de savoir si tel État avait acheté un hélicoptère et tel autre État avait acheté un hélicoptère. Est-ce que c'est parce que, c'est une question que je pose, est-ce que c'est parce qu'il y a, par exemple, des ristournes, non, des besoins, mais est-ce que c'est parce que si moi j'achète un hélicoptère, je vais avoir, comment on dit, est-ce que je vais avoir un pourboire ou un pot de vin? C'est un problème de gouvernance. Et moi, ce que je pense, c'est que nos assemblées, les assemblées nationales, ont un rôle important à jouer. C'est-à-dire que le décideur, le pouvoir exécutif, passe devant l'Assemblée, devant le Parlement. Et on peut le juger. On peut dire ce que tu dis est faux. On peut être de gauche, de droite, de son parti, de ne pas être son parti, mais dire nous allons décider en tenant compte des intérêts du pays. S'il y avait cette sanction-là, on n'en serait pas là. Je pense que c'est un problème, un véritable problème de gouvernance. Il est inacceptable qu'il y ait 160 morts. Et quand il y a 160 morts, pour le principe, il y a un responsable qui doit démissionner. S'il ne démissionne pas, il présente au moins sa démission et on dit à la télévision,
tel a présenté le ministre de la Défense ou je ne sais pas, je ne sais pas, mais il a présenté sa démission. Le président de la République a refusé d'accepter sa démission. Le responsable, même pas coupable, c'est également cela. Mais on ne peut pas mettre les drapeaux en berne pendant 3 jours en disant c'est fini, bon, on va mettre 3 jours de deuil national. Non, le président de la République doit se déplacer pour aller, par exemple, sur les lieux. On voit ça ailleurs. Mais c'est pas parce qu'on ne peut pas faire ça, mais parce qu'on ne veut pas le faire, parce qu'on dit non, le président de la République, s'il va là-bas, il va avoir des problèmes de sécurité. Et les populations qui sont là-bas, ils ont bien sûr des problèmes de sécurité. D'accord. Ok. Madame Samake, est-ce qu'on peut dire que pour le cas, la situation au Burkina Faso, c'est beaucoup plus compliqué qu'au Mali, puisque au Burkina Faso, le visage, il est terroriste, hein, même si souvent on cite des leaders. Mais au Mali, le problème, il était d'abord velléité sécessionniste. Après, le terrorisme est venu se greffer dessus. Mais au Burkina Faso, il n'y a pas de visage. Même si on doit engager les négociations, on ne sait même pas qui. Est-ce que, de ce point de vue-là, le parallèle mérite d'être établi avec le Mali? Non, moi je pense que le problème qu'il y a au Burkina Faso, c'est le même problème qu'il y a au Mali. Je pense que ce sont les mêmes terroristes, ce sont les mêmes personnes. Comme Maître l'a dit, ce sont les mêmes personnes qui vont de région en région, de pays en pays. Mais on se demande mais comment ils se volatilisent en fait. Ils n'ont pas des super pouvoirs. Ce qui veut dire qu'ils vont au Burkina, ils vont saccager des villages là-bas. Après, ils vont peut-être revenir au nord du Mali ou encore au nord du Niger ou même au nord de la Mauritanie. Donc, ça veut dire que ce sont les mêmes personnes qui sont là, c'est les mêmes regroupements terroristes qui sont là. Et il faut en fait que, je reviens en fait à ce que j'ai dit, il faut que tous ces pays de la sous-région se donnent la main et qu'il y ait vraiment un échange d'informations sécuritaires. D'accord. Bruno, peut-être ainsi on suit Sarah, c'est une erreur de fixer le visage du mal, hein, de le nationaliser, dire que c'est de tel pays. Il a une possibilité de se mouvoir entre les frontières, donc on ne peut pas le fixer. Qui pourrait être les assaillants? Peut-être j'y arrive, c'est ça la question. Oui, il faut affirmer de façon formelle que le phénomène terroriste ne doit pas avoir de nationalité. N'a pas de nationalité, le terroriste en lui-même. C'est des gens qui veulent faire du mal et s'ils ont la possibilité d'étendre cette zone criminogène, si je peux m'exprimer ainsi, ils vont le faire. Mais on doit pouvoir relativiser un peu par rapport à ce parallèle entre le Mali et le Burkina. Vous l'avez dit, le problème malien est parti de la volonté indépendantiste. Au Burkina, il n'y a jamais eu cette revendication politique de sécession. C'est à partir du MNLA que finalement le phénomène terroriste est greffé. Et comme ils se sont métastasés dans la zone, eh bien, les frontières étant ce qu'elles sont, ils évoluent à loisir. Je voudrais terminer en renchérissant un peu sur ce que Serge vient de dire. Il faut que nos gouvernants sachent que la sécurité des populations, c'est un devoir régalien. Il est bien beau de se confondre, nos condoléances, nous devons nous souder. Que vaut aujourd'hui le G5 Sahel? Et pourtant, c'est l'argent public, c'est l'argent qui a servi à poser les bases. Et puis, on a comme l'impression que le G5 Sahel n'existe pas. Donc, c'est un devoir. Il faudrait que nos gouvernants se disent que ça ne doit pas arriver. Ça ne doit pas arriver. C'est à eux de prendre tous les moyens dans les dispositifs, dans la gouvernance même de l'armée, pour que ces choses-là soient évitées. D'accord. Maître Konaré, le raid n'a pas encore été revendiqué, mais selon vous, qui peut être ces assaillants-là? Souvent, on entend cette bataille de leadership entre les IGS et les JNIM dans cette région-là. Ce n'est pas encore revendiqué, mais qui pourrait être ces assaillants-là? C'est des terroristes. Moi, je n'aime pas spéculer. Tant que ce n'est pas revendiqué, il ne faut pas tomber dans la spéculation. Il faut considérer que c'est des terroristes. Qu'il soit de l'État islamique ou qu'il soit comment on appelle, du Génim, de Yada Gali ou voilà, c'est des terroristes. Alors il faut plutôt songer à la solution. Dès le début, je vous avais dit que le G5 là ne servirait à rien parce qu'il n'y a pas la volonté de combattre. Il faut oublier l'illusion selon laquelle
ceux qui sont venus nous aider aimeraient bien mourir pour nous. Personne n'aime mourir. Ni les Français, ni les Américains, ni les Amérindiens. Personne ne veut mourir. Alors c'est à nous de mourir pour notre patrie. Or, qu'est-ce que nous faisons? Les sages Bambara le disent. Avant d'appeler les gens à venir t'aider à tuer le lion, il faut toi-même prendre la tête du lion. Mais nous n'avons que la patte postérieure du lion. Nous n'avons rien pris du tout. La tête nous sommes là à courir derrière les forces internationales comme des supplétifs, alors que ce sont ces forces qui doivent courir derrière nous. Nous devons nous mettre à l'avant-garde. C'est ce que nous ne faisons pas. Nous avons démissionné. Et le G5, c'est comme si vous ajoutez 5 zéros. C'est toujours zéro. Il faut que nous transformions nos zéros là en 1 ou 2. C'est comme ça qu'on peut avancer. Serge Daniel, qu'elles interviennent au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, ces attaques, c'est toujours le même mode opératoire. Ne pourrait-on pas fixer un nom derrière ces attaques-là? On ne sait pas qui c'est. Moi, je suis persuadé, avant de venir, j'ai vérifié un peu, c'est l'État islamique au Grand Sahara. Et vous voyez un peu ce que nous avons évité un peu au nord, parce que l'État islamique au Grand Sahara, c'était l'ancien Mouzao, qui avait comme base Gao. D'ailleurs, il y a une rumeur un faux rumeur selon d'autres, un faux béton selon d'autres. Le numéro 2 qui s'appelle Hakim aurait été tué, serait mort de mort naturelle, à vérifier. Mais c'est quand même, ce sont ces gens qui font ce qui se passe actuellement au Niger. Et quelqu'un le disait tout à l'heure, tantôt on les retrouve au Niger, tantôt on les retrouve au Mali, tantôt on les retrouve au Burkina Faso. Raison de plus pour ces pays-là de travailler ensemble pour pouvoir combattre le phénomène. D'accord. Avant de passer au deuxième thème, des réactions sur la page Facebook, Khalilou Sidibé, il existe un manque de vigilance de la part de nos soldats, également de la part de nos partenaires. Makan Diarra, il est très nécessaire de construire une grande base militaire entre ces trois pays. Mamadou Oumar Traoré, le terrorisme gangrène, l'Afrique doit établir durablement les fondements de sa stabilité, de sa prospérité. Le changement se pense, s'oriente, surtout dans ce contexte. Deuxième thème du débat du dimanche, je vous le disais, l'entame de l'émission, le colonel Assimi Goïta prête serment ce lundi comme président de la transition. Ce sera au cours d'une audience solennelle au Centre international de conférence de Bamako devant la Cour suprême, une prestation de serment qui intervient au moment où des sanctions diplomatiques, notamment de la CEDEAO et de la France, frappent le Mali. Madame Samake, Assimi Goïta, président de la transition, il va entamer cette nouvelle fonction alors qu'il y a des sanctions, surtout diplomatiques, contre le Mali. Est-ce que vous pensez que c'est un bon début? Ça va être facile? Ça ne va pas être facile, ce début-là? Bon, en août, le premier coup de force en août 2020, il y a eu, quand il a presté serment en tant que vice-président, c'était aussi sous le coup de sanctions. Donc je dirais que cette fois-ci, il n'y a pas de grande différence sur ce plan-là, mis à part que là, il va prêter serment pour être le président de la transition. Bon, on a vu que le duo militaro-militaire, si je peux dire ainsi, n'a pas fonctionné. Peut-être que le duo militaire-civil va fonctionner. Mais en fait, moi, personnellement, ce qui me dérange dans cette prestation de serment, on a fait beaucoup d'analyses autour de ça au soir de Bamako, et on s'est demandé, mais pourquoi attendre jusqu'à lundi? Bon, on s'est dit, peut-être qu'ils veulent attendre qu'il y ait la commémoration du M5 RFP qui passe, ou qu'ils veulent faire des négociations comme ça dès le lundi, après sa prestation de serment, ils nomment le Premier ministre ainsi que le gouvernement. Mais pourquoi tout ce folklore autour? Pourquoi faut-il que on invite tout... en quelque sorte tout le gratin du Mali au CICB afin que le colonel Assimi Goïta prête serment? Pourquoi on ne peut pas faire tout simplement de la manière la plus simple? Il peut très bien aller à la Cour constitutionnelle et devant les sages prêter serment. Pourquoi faire tout ça? Je pense qu'en fait que c'est dans les petits détails on montre la différence en fait. Et je pense qu'il est temps qu'on sorte de tout ça. Il est temps qu'on sorte de tout ce théâtre
on n'a plus le temps pour tout ça en fait. D'accord. Maître Konaré, Sarah est Madame Samake est dans le pratico-pratique. Hein. Elle pense que le président de la transition pouvait se rendre à la Cour suprême pour prêter serment tranquillement, à l'américaine, quoi. Compte tenu de la situation du pays, il y a tellement d'urgence, le pays est arrêté, il n'y a pas de gouvernement. De cette prestation, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je crois que c'est une cérémonie totalement inutile. On n'a même pas besoin de ce serment. Et d'ailleurs, sur quelle base juridique on l'organise? Parce qu'il y a eu des politiques. Comment une Cour suprême censée assurer la légalité des actes, le respect de la loi, peut-elle décider de recevoir le serment de quelqu'un qui vient de faire un deuxième coup d'État? Donc moi je ne suis pas contre le coup d'État ou la personne de Assimi. Je dis simplement que ce n'était même pas la peine d'aller prêter ce serment. Vous avez fait votre coup d'État, vous exercez le pouvoir à la force des baïonnettes, c'est tout. Il n'y a pas aujourd'hui de constitution ni de charte au Mali. On est dans une situation de fait et celui qui a le pouvoir l'exerce de fait. On n'a pas besoin de prestation de serment pour ça. Ok, Bruno Dito Segbedji. Je crois que c'est une situation mieux votée que jamais. Il aurait, pour ne serait-ce qu'une onction de caractère républicain, quand bien même c'est un coup d'État, il aurait fallu que le nouveau chef de l'État se fasse accepter, c'est un peu la symbolique de la chose, se fasse accepter par la nation, devant une institution de la nation. Maintenant, je crois qu'au départ, il y a eu... Assimi Goïta a dû tergiverser, ayant prêté serment déjà en tant que vice-président, la chose ayant évolué avec le coup de force devenu président de la transition par la Cour constitutionnelle, certainement que ces conseillers se sont dit que ce n'était pas la peine de prêter un nouveau serment, mais il a dû être rappelé à l'ordre pour ça. Ce n'est pas inutile. Avec l'environnement d'hostilité internationale, avec les condamnations et la suspension, rassembler le Gotha du pays devant une institution, prêter serment, vous voyez un peu l'effet psychologique que ça devait faire. Au moins se dire que mon peuple est derrière moi, avoir cette impression que je suis mandaté désormais pour affronter les défis. Vous avez posé la question, est-ce que ce sera facile? C'est une tâche extrêmement difficile pour le président Assimi Goïta. Cet environnement d'hostilité, même des dissensions, il y a certains partis politiques qui n'avaient pas encore gobé, vous permettez l'expression, gobé la chose, accepté la chose, qui par les familles fondatrices, les autorités coutumières vont être ramenées petit à petit pour cette convergence patriotique. On va voir, mais il y a beaucoup de défis. Peut-être on y reviendra. Oui, Serge Daniel, oui. C'est intéressant parce que moi je ne veux pas me mêler dans du débat des constitutionnalistes. Il y a ceux qui estiment qu'il ne doit pas prêter serment, ceux qui estiment qu'il doit. Mais quand même, on a deux choses. On a une charte, et la charte dit que le président de la République est désigné de manière collégiale. C'est ça, hein? Voilà. Mais la Constitution dit que le président de la République est élu démocratiquement, c'est le suffrage. Alors, donc, entre la charte... Est-ce que c'est la charte qui prévaut maintenant? Non, attention, je ne suis pas d'accord. Les deux, il y a une juxtaposition des deux. Donc, je pense qu'on est entre les deux. Alors, est-ce qu'il y aura un autre vice-président? Ça, c'est quand même intéressant. Donc, on est dans un régime d'exception. C'est pour ça, je vous conseille de faire attention à ce que vous dites. Bon, justement, c'est ce que j'allais dire. Restons... Non, en état républicain, puisque quand la Cour constitutionnelle, à partir de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, bon, c'est clos, on avance, quoi. Qui a demandé à la Cour constitutionnelle de constater la vacance du pouvoir? Il faut lire la Cour. Il faut lire l'arrêt de la Cour. Donc, on est dans un régime d'exception. On veut arranger les choses, ce qui est pas mal. Moi, demain, ce qui va être important, ce lundi, ce qui va être important pour moi, c'est le colonel Goïta. Est-ce qu'il sera habillé en treillis beige kaki, tout ça, les fois spéciales? Est-ce que derrière lui, il y aura quelqu'un de cagoulé et qui va faire peur à tout le monde? Ça, c'est un. Ou est-ce qu'il sera en costume? Il ne faut pas rigoler, hein? Mais est-ce qu'il sera en costume? C'est ça qui m'intéresse d'abord en tant qu'observateur. Ensuite, quel est le discours qu'il va tenir? Puisqu'il va prêter serment. Vous avez vu Bandao, à partir du moment où il a prêté serment, il a tenu un discours, il a parlé de lutte contre la corruption. Alors, qu'est-ce qu'il va dire
qu'est-ce qu'il va dire dans son discours demain? Est-ce qu'il va nous annoncer le par exemple, fin février des élections générales? Ou est-ce qu'il va dire les élections générales auront lieu en 2022? Ce qui peut laisser penser que nous irons au-delà de... C'est ça qui m'intéresse. Sinon, le reste, nous sommes dans un régime déception et vous êtes obligé de faire avec. D'accord, non, maître, on va avancer, hein, puisqu'il nous reste... Ok, d'accord, oui, allez-y. C'est-à-dire que toutes nos difficultés sont venues du fait que la junte malienne a voulu innover en faisant cohabiter une charte et une constitution. Quand vous faites un coup d'État, vous suspendez toutes les institutions ainsi que la constitution et vous remplacez tout ça par votre propre seule volonté, par des textes que vous-même vous avez adoptés. C'est ça qui est simple. Mais aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une constitution alors que la constitution ne prévoit pas ce qui est en train d'arriver. D'accord. Et vous ne pouvez pas dire qu'il y a une charte parce que la charte contredit la constitution. Donc on est dans un vide total. D'accord. Et tout ce qui est prévu comme prestation et autres, là, c'est du cinéma. D'accord. On doit arrêter ça. Ok, justement, hein, on va, pour avancer dans le débat, hein, pour même pouvoir tenir le débat, on va se mettre dans la logique, Madame Samake, de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. À partir de demain, le colonel Goïta, il va vêtir l'habit du président de la transition. Chef de l'État. Oui. Président. Ah oui, président de la transition. Voilà, je n'ai pas dit président de la République. C'est différent. Hein. Je n'ai pas dit président de la transition. Oui. Président de la transition. Selon vous, est-ce que c'est une nouvelle transition qui commence? Est-ce qu'on peut dire que le 7 juin équivaut au 19 août 2020, le lendemain de la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta? Est-ce que c'est une nouvelle transition qui commence à partir de ce lundi? Oui, parce que je pense que si, depuis le début, le colonel Assimi Goïta voulait prendre les rênes du pouvoir, il n'a pas pu les prendre. Il a eu beaucoup d'obstacles devant lui qui ont fait qu'il n'a pas pu prendre les pouvoirs. Maintenant, il a toutes les cartes en main. Je dirais que c'est vraiment maintenant que la transition, elle va commencer. Et oui, ça ne sera pas aussi comme en août 2020, tout simplement parce que là, il va y avoir un duo civilo-militaire. Il l'a dit qu'il va donner la primature au M5 RFP. Ce qui veut dire que ce sera un civil qui sera au règne de la primature. Donc je pense que ce mariage-là, en fait, ça va, il y aura carrément, on peut s'attendre à autre chose, à un autre type de gouvernance. En tout cas, je l'espère. Je l'espère tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Et le colonel Goïta a tout intérêt, en fait, à ce que les 8 mois qui restent, à ce que la transition se passe bien. D'accord. Ouais, Bruno, un autre type de gouvernance. Je n'ai pas cette lecture. Moi, je crois que c'est la transition. D'ailleurs, officiellement, le discours nous parle de rectification de la transition qui avait déjà commencé. Et si c'était une nouvelle transition, le président Goïta ne dirait pas que les élections générales auront lieu courant 2022. Il a atténué, il n'a plus la présidentielle, il n'a plus parlé du 27 février, mais il a parlé. Donc ça veut dire qu'il sent toujours cette pression, cette contrainte à respecter ce deadline-là. Maintenant, je peux douter qu'on puisse aller à cette présidentielle le 27 février. Par ailleurs, le fait que ceux qui réclamaient les postes clés de cette transition-là, c'est à eux maintenant que l'offre est faite, la primature, je veux dire, le M5, ça veut dire que le président Goïta est dans la dynamique de corriger quelque chose qui avait mal commencé. Donc c'est toujours la même transition. Il ne peut pas, je crois, avec cette pression, ce rejet du coup d'État, se permettre d'envisager une nouvelle transition. Moi j'ai une expression. Je pense que juste là, on dansait du slow et qu'on va changer de rythme. Moi j'aime le rap, mais je ne sais pas le danser. Donc, le jerk. Mais on va danser le jerk. Voilà. D'accord. Ok. Maître Konaré Bruno, ce n'est pas une nouvelle transition, c'est une transition rectifiée, mais il reste que 8 mois, réforme institutionnelle, organe unique de gestion des élections. Est-ce que le temps imparti peut permettre de réaliser tous ces objectifs-là? Vous savez, nous avons aujourd'hui un président militaire qui va donner la primature
à ceux qui se sont battus pour le changement. Et je suppose que ce changement doit nous conduire à un meilleur Mali. Par conséquent, dès lors que nous avons déjà enfreint toutes les règles communautaires de la CEDEAO à travers ce coup d'État, nous devons en tirer les conséquences pour ne pas perdre sur les deux tableaux. Nous sommes déjà brouillés avec la CEDEAO. Il ne faut pas que nous perdions aussi l'objectif de réformer notre pays. Nous n'avons donc pas, à mon avis, à respecter le délai reliquataire de 9 mois. Nous devons prendre tout le temps nécessaire pour changer notre pays, même si ça doit prendre 3 ans. Ça n'engage que moi. Parce que ça ne sert à rien de précipiter les choses après 2 coups d'État, de précipiter les choses, aller installer, comment on appelle, un président mal élu pour terminer par un autre coup d'État. Ça ne sert à rien. D'accord. Voilà. Et Serge Daniel, j'aimerais vous poser une question. À votre avis, pourquoi il y a eu ce coup d'État? Il y a eu ce coup d'État, moi je ne sais pas, il y a beaucoup de raisons. Il y a cette question-là, est-ce qu'il faut rester, Serge Daniel, autour du fétichisme des dates? On a vu le même scénario en 2012, on se rappelle Amadou Aya Sanogo, les 40 jours de Diongounda Traoré, il avait juré que même pas 1 heure ne sera ajoutée aux 40 jours, mais après, peut-être les gens se sont parlé, ils se sont compris. Est-ce qu'on peut envisager un tel scénario que les Maliens s'asseyent, qu'on sorte du fétichisme des dates pour proposer quelque chose qui peut être bénéfique pour le pays? Ah oui, pourquoi pas? Ça va dépendre de ce que les Maliens veulent. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Mais ça dépend aussi des promesses. J'ai entendu le communiqué de M. Goïta. Il était vice-président encore. Je crois qu'il a dit qu'on tient les élections en 2022, je crois. Il n'a pas dit février. Courant. Donc, c'est lui qui parle. Donc pourquoi voulez-vous que moi je dise non, il a tort, il faut aller plus loin? Non, pas du tout. Maintenant, il faut voir comment ça va se dérouler. Oui, on n'est pas en train de parler, puisque maintenant c'est un attelage. C'est l'attelage colonel Goïta, Dr Choguel Maïga. Vous en pensez quoi, à Bruno Djito Segbeji? Je crains que ce ne soit plus possible le chronogramme Bandao, si je peux le dire ainsi. Le chronogramme qui nous avait été annoncé, je ne crois pas qu'il y aurait la volonté du président Goïta, la volonté ou la possibilité, la capacité du duo Goïta-Choguel, si c'est Choguel qui est confirmé demain, de pouvoir tenir dans ce délai. Pourquoi? D'abord, le M5 a toujours aspiré à gérer cette transition, enfin à gérer à jouer les premiers rôles. C'est maintenant que cela va se réaliser. S'il est confirmé, on annonce peut-être que le M5 pourrait avoir 3 portefeuilles, plus le Premier ministre. C'est des gens qui calculeront aussi aisément que nous aurions dû commencer cette affaire. Mais c'est maintenant, après 8 mois, que nous... Donc il y aurait probablement une prise de temps pour peaufiner les réformes. Donc finalement, le conseiller juridique du président Goïta était sorti la dernière fois, le professeur Youssou Koulibaly, qui envisageait clairement que si ça doit être prolongé, c'est probablement prolongeable. Vous excusez le nom. J'ai pas eu le temps d'en parler, moi, du Choguel. Choguel, Dr Choguel Maïga, il aurait tort de penser que c'est parce qu'il a le plus beau boubou de la classe politique malienne qu'il a été choisi. On ne voulait pas du M5, donc c'est par pure stratégie qu'il est là. Comment ça se passer avec le colonel Goïta? L'un est militaire, l'autre est civil, l'autre est... J'espère que ça va bien se passer entre eux, mais on constate quand même, j'en aurais terminé, que sur 3 points, Dr Choguel Maïga a déjà mangé son chapeau. Je voulais parler de Maître Montagatal, ce sera une autre fois. Il a mangé son chapeau sur 3 points. Le Graal politique de son discours politique, c'était l'accord de paix d'Alger. Il va l'appliquer. Donc, vous allez devenir des amis. La deuxième chose, il rêvait d'un président civil de transition. Il va travailler avec un président militaire. Il va travailler, avec un président militaire. Et il y a un troisième point qui ne me revient pas, c'est le CNT. Le CNT qu'il a critiqué, dont il a demandé la démission,
il sera obligé de travailler avec eux. Ça aussi, c'est de la réelle politique. D'accord, oui, vous allez réagir. Madame Samaké, moi je parlais de duo colonel Assimi et Dr Choguel, mais lors du meeting du M5, Choguel, lui, il parle de duo forces armées et peuple du Mali. Colonel Goïta représentant les forces armées et le M5 représentant le peuple du Mali. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'entrevoir? Convergence armée et peuple du Mali. Bon, ça veut dire que Dr Choguel Kokala Maïga, il se porte déjà, enfin, il s'est déjà désigné comme le porte-parole du peuple. Donc, dans ce sens, il faut qu'il soit en phase avec ce peuple. Et donc, si il est confirmé Premier ministre, il aura tout intérêt à exécuter, en fait, tout ce pourquoi il s'est battu jusqu'à présent. D'accord. Mais moi, je vous trouve assez pessimiste autour de la table par rapport moi, je ne fais pas partie des débatteurs. Non, mais les débatteurs... Sur ce point. Rapidement, il y a quelque chose sur le... Oui, on n'avait pas terminé sur le plan. Moi, je mettais après. Sur le plan de... Je voudrais juste rajouter... Je pense qu'ils ont tout intérêt. Le colonel Goïta et Choguel, c'est comme un mariage forcé pour l'intérêt d'une famille. Donc, ils ont tout intérêt, tous les deux, à ce que ça marche. Et pour le colonel Goïta et pour Dr Choguel Kokala Maïga. Justement, moi j'aime beaucoup l'exemple de 1991. Pourquoi ça a marché entre feu lieutenant Madou Toumani Touré et Soumana Sako, Maître Konaré. Et on vous donne également le temps de réagir puisque vous avez demandé la parole. En 1991, il n'y a pas eu de tergiversation. Quand le président ATT a fait son coup d'État, il s'est immédiatement mis en couple avec le mouvement démocratique. Donc il n'y a pas eu de suspicion et les choses sont allées naturellement. En 2020, la junte qui a renversé Ibeka n'a pas voulu travailler avec ceux qui se sont battus contre Ibeka. Les querelles sont nées et donc c'est ça la grande différence. Par rapport à ces retrouvailles entre le M5 et l'armée, je voudrais dire que si Choguel est nommé Premier ministre, il n'est que Premier ministre. Il y a au-dessus de lui un président. Donc Choguel ne peut pas décider de sa seule autorité de déchirer l'accord d'Alger, quel que soit par ailleurs ses critiques contre cet accord. C'est le président qui est le garant de l'accord d'Alger et de tous les autres accords signés par le Mali. Le Premier ministre ne fait qu'exécuter ce que le président lui dit. Donc ce que Serge appelle avaler son chapeau là, non, c'est simplement du réalisme, mais c'est un réalisme qui seul peut concrétiser l'alliance entre le président et le M5. Bruno, je ne suis pas d'accord avec l'accord de paix d'Alger, je ne deviens pas Premier ministre. Rapidement, pour dire, revenir sur M. Choguel, quand il dit c'est la réconciliation entre le peuple et l'armée, il y a quelque chose qui a manqué. C'est-à-dire que sur cette tribune-là, on va en reparler tout de suite, sur cette tribune, il a manqué un représentant de l'armée pour prendre la parole, pour confirmer ce que Choguel Maïga disait. Oui, Bruno. En temps normal, nos premiers ministres, les premiers ministres dans nos pays, on connaît leur marge de manœuvre très réduite. Ce n'est pas ce contexte post-Mokhtar Wan, suivez mon regard, que Choguel pourra faire le miracle. Donc, quand Mme Samaké dit que nous sommes trop pessimistes, non, je crois que nous sommes réalistes. Il aura de gros défis, beaucoup de difficultés, surtout que c'est Choguel qui a été apparu tout récemment comme un des leaders de l'opposition, ayant tenu des discours par rapport aux démolitions dans la zone aéroportuaire. Ce n'est pas normal. C'est lui qui aura ce pouvoir. Il aura ces gens-là sur le dos. C'est toi qui avais dit que nous avons... D'accord, on me signale, on est en train de s'acheminer vers la fin de l'émission, mais rapidement pour parler de ce premier anniversaire du M5 RFP, le comité stratégique ne parle même pas d'anniversaire, mais plutôt de commémoration, puisqu'il a eu une pensée pieuse pour les victimes des tueries des
10, 11 et 12 juillet. C'était donc ce vendredi à la place de l'Indépendance. Ici, nous écoutons Mohamed Ali Bathily du comité stratégique. On n'a pas atteint même 10% de nos objectifs, on ne l'a pas atteint. Nos objectifs, ce n'est pas l'arrivée au pouvoir de Choguel, de Bathily, de Tall ou Modibo Sidibé. Ce n'est pas ça le Mali. Moi, je pourrais ne pas être là. Les autres pourraient ne pas être là. Le Mali sera toujours là. Le Mali sera toujours représenté par certains de ses fils qui le défendront. Et aujourd'hui, c'est nous. Demain, ce serait d'autres. Nous avons commencé cette œuvre et elle doit se poursuivre aux yeux de tous les Maliens et devant l'histoire, devant l'Afrique, devant le monde. Faites pas attention au titre. Mohamed Ali Bathily au lieu de Mohamed Youssouf Bathily. Le monteur est certainement un fan du fiston. Nous écoutons à présent le président du comité stratégique, Dr Choguel Kokala Maïga, toujours lors de ce meeting-là. Aujourd'hui est un grand jour pour notre peuple. Aujourd'hui, nous scellons, et je crois définitivement, la réconciliation entre les forces armées et de sécurité et le peuple au service duquel elles doivent être. La réconciliation entre les FAMA et le peuple malien dans les décisions que nous sommes amenés à prendre. Nous aurons à rencontrer des puissants vents contraires. Nous rencontrerons des tempêtes, des grandes tempêtes de sable qui vont nous boucher l'horizon, disons qui vont tenter de nous boucher l'horizon. Nous rencontrerons des cercles de feu dans lesquels nous allons rentrer avec votre soutien pour traverser et conduire le peuple malien vers les horizons les plus heureux. Nous devons dire à nos amis, notre peuple a besoin qu'on le tienne la main pour qu'il se sente debout. Et, Madame Samaké, quels sont ces vents, ces tempêtes auxquelles Dr Choguel Maïga fait, selon vous, allusion? Quand il sera Premier ministre? Oui. Ah, le premier, c'est l'UNTM. Alors là, l'UNTM, c'est vraiment je dirais un cadeau empoisonné qui l'attend sur la table de la primature. Et ça permettra au peuple et aussi à lui de savoir ce dont il est capable. On attend de voir comment il va régler ce problème-là. Maintenant, par rapport à la commémoration même du M5, moi j'étais là-bas et on sentait vraiment, et on le voyait, mais on sentait aussi que le M5 d'hier et le M5 d'aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même chose. C'est vrai qu'il y avait du monde, mais ça ne valait pas les précédents rassemblements qu'ils ont pu faire. Bon, je pense que tout ce qui a pu se passer au sein même du M5 RFP a beaucoup joué. Et aussi peut-être l'absence de l'imam Diko qui avait dit qu'il serait là. Au final, il n'était plus là. Bon, pourquoi lui seul connaît ses raisons? Peut-être qu'il ne veut pas encore, il n'est pas encore prêt à quitter sa mosquée. Mais maintenant, c'est sûr et certain qu'ils ont beaucoup de défis à relever. Et j'espère juste que quand Dr Choguel sera confirmé en tant que Premier ministre, ça ne créera pas en fait un certain sabordage au sein même du M5 RFP. D'accord. Serge, ce n'était pas évident, hein, mais le M5 est là malgré tout, hein, un an après les événements, ce n'était pas du tout donné. Je suis d'accord. Moi, j'ai couvert toutes les manifestations du M5, contrairement à Alexis qui n'est pas là. Mais la dernière fois, il y avait moins de monde. C'est pas la foule des grands jours. Il y avait du monde, hein, mais c'est pas la foule des grands jours. Et puis, quand on discute avec les responsables du M5, ils sont pas sur la même position totalement. Donc, l'autre défi de M. Choguel, ce serait de rassembler. Je disais tout à l'heure, la présence des militaires a été intéressante parce que quand le régime d'IBK a été renversé, à la place de l'indépendance, on a vu des militaires venir. Et le discours de Choguel qu'il tient en disant c'est la réconciliation entre le peuple et l'armée aurait eu plus de sens, à mon avis, s'il y avait un représentant des militaires qui parlait. Maintenant, on va voir comment ça va se passer. Former un gouvernement, ce n'est pas quelque chose de facile. Quand vous êtes au pouvoir et dans l'opposition, quand vous êtes ministre de la parole et au sein du gouvernement, ce n'est pas la même chose. Mais je voulais terminer en disant que quand il parle de vent contraire, je pense qu'il pense aussi à ses camarades du Marigot
politique locale. Ça, c'est quand même important, on ne l'a pas souligné, parce que vous savez que là, autour de l'ADEMA, je crois aussi, PPM a parlé du Parena, mais il y a aussi l'ARD de Tchema Hubert Koulibaly, le COFOP, je crois, sont en train de s'organiser pour obtenir une transition inclusive. Et l'impression qu'on a, c'est que ça peut être la prochaine opposition politique à Choguel Maïga et peut-être au M5 avec d'autres partenaires. Oui, Bruno, comment est-ce que vous voyez l'avenir du M5 RFP au-delà de 2020, de 2021, de 2022, de 2023? Est-ce que ça peut être une espèce de veille citoyenne, pas se substituer à l'opposition, mais comment est-ce que vous voyez l'avenir du M5 RFP? Le M5 RFP veut se donner un avenir allant vers le pouvoir, allant vers la victoire aux prochaines élections. Je suis fondamentalement convaincu que quand il réclamait les premiers rôles du début de la transition, c'est le calcul électoraliste, c'est-à-dire il faut que nous ayons la même mise sur l'appareil d'État. Comme ça, nous pourrons éventuellement, comment ça se passe en Afrique, influencer les élections pour pouvoir gagner. Donc, c'est cela qui fait qu'il parle des tempêtes de sable qui pourraient... Il a même fait un lapsus avant de dire, disons que ça pourrait tenter de nous boucher le passage. C'est essentiellement la classe politique qui va... Et il y a la dynamique Parena-Adema qui ont déjà mis en place un bloc auquel ils ont donné un nom. Pour mieux comprendre ça, je crois qu'il faut voir un peu le passé de Choguel. Celui-là qui a revendiqué l'héritage de Moussa Traoré, quand il y a eu le vent de la démocratie avec l'ADEMA et autres. Donc, ces gens-là, je crois qu'ils n'ont pas oublié que celui-là qui... Nous avons fait tomber la dictature de Moussa Traoré, celui qui l'a brandi à bout de bras pour le ressusciter, c'est lui qui va gérer la primature. Ça ne sera pas facile que ces politiques-là s'allient à lui. C'est pourquoi ils ont tout de suite créé un conclave pour se retrouver la dernière fois, l'ADEMA, Parena et peut-être Tchema. Donc les vents dont il parle, c'est essentiellement l'adversité politique. Oui, Maître Konaré. Non, je crois que vous êtes en train de réduire la portée des mots utilisés par Choguel. Lorsqu'il parle de vent contraire, de tempête, de cercle de feu, il parle des problèmes qui se posent aujourd'hui à l'État malien, qu'il est appelé à diriger au rang de Premier ministre. Alors, vous avez les contestations syndicales, vous avez la lutte contre les détournements de deniers publics, vous avez la rébellion, vous avez le terrorisme, vous avez les sanctions internationales qui se sont abattues comme pluie sur le Mali. Alors donc ce qu'il veut dire, c'est que nous sommes aujourd'hui cerclés comme le loup de Vigny. Et donc il faut que nous nous battions pour sortir de cette situation. Il ne faut pas ramener ça à une simple question d'élection ou d'électoralisme. Ce que je voudrais ajouter, c'est que pour ma part, nous tenons aujourd'hui l'occasion de créer un Mali qui nous appartient. Un Mali qui n'est pas le laquais de l'Occident. Nous avons marché pour soutenir un président qui a fait un coup d'État. Nous avons applaudi le fait que ce président donne le pouvoir aux forces du changement. Nous devons donc accepter les sacrifices qui vont avec. La dernière fois, je vous ai dit, il faut être prêt à boire de la bouillie de mil et à manger des beignets de haricots. Les sanctions internationales, c'est ça. Fini le temps où on s'assoit tranquillement dans son bureau en train de manger des milliards sans travail. D'accord, merci Maître Chekmar Konaré. 1 heure de débat. On va peut-être quand même terminer avec ce commentaire de Mohamed Lamine Mariko. L'idée M5 RFP, l'esprit M5 RFP sera toujours là. La première opposition à Dr Choguel Maïga sera ce même M5 RFP. S'il ne fait pas bien les choses, il sera rappelé à l'ordre par le M5
RFP. Merci d'avoir suivi ce débat du dimanche avec comme invité Metchek Marconari, avocat, Madame Samake Sarah Chouadou Traoré du soir de Bamako, sinon de le soir de Bamako, Merci. Bruno Djito Segbedji de Mali Horizon et Serge Daniel, journaliste écrivain, directeur de publication de la lettre confidentielle Mali. Merci à l'équipe de coordination dirigée par Dija Keita, Omar Sangare, Moussa Doumia, Arnaud Yobou. 21h, vous pourrez suivre justement la rediffusion de ce meeting du M5 RFP pour ceux qui n'ont pas pu suivre le direct à partir donc de 21h. Et nous, on vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dimanche prochain.